Bienvenue dans ce cours sur les dérivées et les primitives. Avant de commencer, posons-nous une question très concrète. Vous conduisez une voiture. À un moment donné, vous regardez le compteur, il affiche 80 km/h. Mais réfléchissez à ce que cela signifie vraiment. La vitesse, c'est une distance divisée par un temps. Or à un instant précis, il ne s'est écoulé aucun temps, et vous n'avez parcouru aucune distance. Alors comment le compteur fait-il pour vous donner une vitesse? La réponse, c'est qu'il calcule ce qu'on appelle une vitesse instantanée. Et pour cela, il utilise exactement le concept que nous allons apprendre aujourd'hui, la dérivée. Posons maintenant la question inverse. Imaginez que je vous dise, en chaque point d'une courbe, la pente vaut telle valeur. Est-ce que vous pouvez retrouver la courbe elle-même? Cette question, c'est celle des primitives. Ces deux opérations, la dérivée et la primitive, sont au cœur de tout ce qu'on appelle l'analyse mathématique. Elles sont utilisées partout, en physique pour décrire le mouvement, en économie pour optimiser les profits, en biologie pour modéliser les épidémies, et en intelligence artificielle pour entraîner les réseaux de neurones. Dans cette vidéo, nous allons tout comprendre, en partant de zéro, avec des animations qui vont rendre ces idées visibles et naturelles. Alors installez-vous confortablement, et commençons. Pour comprendre la dérivée, nous devons d'abord comprendre ce qu'est la pente d'une courbe. Vous connaissez probablement déjà la pente d'une droite. C'est ce qui mesure son inclinaison, une pente positive signifie que la droite monte, une pente négative qu'elle descend, et une pente nulle qu'elle est horizontale. Mathématiquement, la pente d'une droite se calcule en prenant deux points quelconques sur cette droite, et en faisant le rapport de la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. On appelle cela delta I sur delta x, la montée divisée par l'avancée. Voilà ce que vous voyez à l'écran, la courbe f de x égale x au carré, et deux points A et B sur cette courbe. La droite qui passe par A et B s'appelle la sécante. Sa pente, c'est précisément delta I divisé par delta x. Maintenant, voilà le problème. Sur une droite, la pente est la même partout. Mais sur une courbe comme x au carré, la pente change en chaque point. Quand vous êtes loin de l'origine, la courbe est très raide. Près de l'origine, elle est presque plate. Alors comment mesurer la pente d'une courbe en un point précis? C'est tout l'enjeu de la partie suivante. Voici maintenant l'animation la plus importante de toute cette vidéo. Nous avons un point fixe A sur la courbe, et un point B qui se déplace vers A. Regardez ce qui se passe avec la sécante pendant que B se rapproche. La droite qui passe par A et B tourne progressivement. Son orientation change à chaque instant, parce que la pente change à chaque instant. Et à mesure que B se rapproche de A, la sécante se rapproche d'une position limite, la tangente à la courbe au point A. La tangente, c'est la droite qui touche la courbe en un seul point et qui représente la direction de la courbe en ce point. Sa pente, c'est ce qu'on appelle la dérivée de la fonction en ce point. Maintenant, comment calculer cela précisément? Imaginons que le point A est en x égale A, et que le point B est en x égale A plus h. La pente de la sécante est f de A plus h, moins f de A, le tout divisé par h. Quand h tend vers 0, c'est-à-dire quand B se rapproche de A, cette pente tend vers une valeur limite. C'est exactement cette limite que l'on note f' de A. Et c'est la définition formelle de la dérivée, f' de A est la limite, quand h tend vers 0, du rapport f de A plus h moins f de A sur h. Appliquons cela à f de x égale x au carré. F de A plus h égale A plus h au carré, ce qui donne A au carré plus 2AH plus h au carré. On soustrait f de A, c'est-à-dire A au carré. Il reste 2AH plus h au carré. On divise par h, on obtient 2A plus h. Quand h tend vers 0, ce résultat tend vers 2A. Donc la dérivée de x au carré est 2x. Retenez bien ce résultat, il est fondamental. Maintenant que nous comprenons ce qu'est la dérivée, voyons comment elle se visualise sur plusieurs courbes.
Regardons d'abord f de x égale x au carré, dont la dérivée est 2x. La courbe en bleu, c'est f. La courbe en orange, c'est sa dérivée f'. Et vous voyez un petit segment orange qui représente la tangente à la courbe, et qui se déplace de gauche à droite. Observez attentivement. Quand x est négatif, la tangente descend vers la droite, la pente est négative. Et effectivement, 2 fois x est négatif quand x est négatif. En x égale 0, la tangente est horizontale, la pente est nulle. 2 fois 0 vaut bien 0. Quand x est positif, la tangente monte vers la droite, la pente est positive. 2 fois x est positif. La courbe de la dérivée, c'est une droite qui passe par 0. Elle confirme visuellement ce que le calcul nous dit. Maintenant, f de x égale x au cube, dont la dérivée est 3x au carré. Observez cette courbe. Elle monte, puis elle a un point d'inflexion en 0, puis elle continue à monter. La dérivée, 3x au carré, est toujours positive ou nulle. La courbe de x au cube ne fait donc jamais marche arrière. En 0, la dérivée est nulle, la tangente est horizontale, mais ce n'est pas un maximum ni un minimum, c'est un point d'inflexion. Enfin, f de x égale sinus de x, dont la dérivée est cosinus de x. C'est un exemple magnifique. Regardez, quand le sinus est à son maximum, sa tangente est horizontale. Et le cosinus vaut 0 exactement à ces endroits-là. Quand le sinus descend rapidement, sa pente est très négative. Et le cosinus prend ses valeurs les plus négatives au même endroit. Les deux courbes sont parfaitement synchronisées, sinus et cosinus se décrivent mutuellement. Calculer une dérivée à partir de la définition avec les limites, c'est possible, mais c'est souvent très long. Heureusement, des mathématiciens ont établi des règles générales qui permettent de dériver rapidement n'importe quelle fonction. Voici les règles que vous devez absolument maîtriser. Première règle, la dérivée d'une constante est 0. C'est parfaitement logique. Une constante ne change jamais. Sa pente est nulle partout. Donc sa dérivée est 0. Par exemple, la dérivée de 7 est 0. Deuxième règle, la règle de la puissance. La dérivée de x exposant n est n fois x exposant n-1. La puissance descend devant, et on retire 1 à l'exposant. Par exemple, la dérivée de x exposant 4 est 4 fois x exposant 3. Cette règle marche aussi pour les puissances fractionnaires et négatives. Troisième règle, la linéarité, ou règle de la somme. La dérivée d'une somme est la somme des dérivées. On dérive terme par terme. Quatrième règle, la règle du produit. Attention, c'est là où beaucoup d'élèves font des erreurs. La dérivée d'un produit f fois g n'est pas f' fois g'. La bonne formule est f' fois g, plus f fois g'. Pensez-y comme cela, on dérive le premier facteur et on garde le second, puis on garde le premier facteur et on dérive le second. On additionne les deux. Cinquième règle, la règle du quotient. La dérivée de f sur g est f' fois g, moins f fois g', le tout divisé par g au carré. Le carré au dénominateur est facile à retenir, c'est le dénominateur original au carré. Sixième règle, la règle de la chaîne, ou règle de composition. C'est la règle la plus puissante. Elle s'applique quand on a une fonction composée, c'est-à-dire une fonction à l'intérieur d'une autre fonction. La dérivée de f composée de g de x est f' de g de x, multiplié par g' de x. On dérive la fonction extérieure en gardant ce qui est à l'intérieur, puis on multiplie par la dérivée de ce qui est à l'intérieur. Par exemple, la dérivée de sinus de x au carré est cosinus de x au carré, multiplié par 2x. Ces 6 règles, bien maîtrisées, vous permettront de dériver la quasi-totalité des fonctions que vous rencontrerez. Savoir calculer une dérivée, c'est bien. Mais comprendre ce que son signe nous dit, c'est encore mieux. Le signe de la dérivée nous renseigne directement sur le comportement de la fonction.
Quand f' de x est strictement positif, la fonction est croissante en x. Sa tangente monte vers la droite. Quand f' de x est strictement négatif, la fonction est décroissante en x. Sa tangente descend vers la droite. Quand f' de x est nul, la tangente est horizontale. C'est souvent là que la fonction atteint un maximum ou un minimum local. Voyons cela sur un exemple concret, f de x égale x au cube moins 3x plus 1. Sa dérivée est f' de x égale 3x au carré moins 3. Cherchons où la dérivée s'annule, 3x au carré moins 3 égale 0, soit x au carré égale 1, donc x égale moins 1 ou x égale 1. Regardez les zones colorées sur la courbe. Pour x inférieur à moins 1, la dérivée est positive, la courbe monte. Entre moins 1 et 1, la dérivée est négative, la courbe descend. Pour x supérieur à 1, la dérivée est de nouveau positive, la courbe remonte. En x égale moins 1, la fonction atteint un maximum local. La courbe change de direction et commence à descendre. En x égale 1, la fonction atteint un minimum local. La courbe change de nouveau de direction. Ces points sont appelés extrémums locaux. Et l'outil qui nous permet de les trouver, c'est précisément la dérivée. C'est une des applications les plus importantes de la dérivée, trouver les maxima et les minima d'une fonction, ce qu'on appelle l'optimisation. Nous avons compris ce qu'est la dérivée. Nous savons qu'elle mesure la pente instantanée d'une courbe. Maintenant, posons-nous la question inverse. Je vous donne une fonction f. Existe-t-il une fonction dont la dérivée est exactement f? C'est la question des primitives. On dit que f est une primitive de f si et seulement si f' est égal à f. Autrement dit, f est la fonction dont on aurait pu partir pour obtenir f par dérivation. Prenons un exemple simple. Est-ce que x au carré est une primitive de 2x? Vérifions, la dérivée de x au carré est bien 2x. Oui, donc x au carré est une primitive de 2x. Mais attention, est-ce la seule? Réfléchissons. La dérivée de x au carré plus 5 est aussi 2x. Et la dérivée de x au carré moins 7 est aussi 2x. En fait, toutes les fonctions de la forme x au carré plus une constante quelconque ont la même dérivée, 2x. Voilà pourquoi on écrit la primitive générale de 2x comme x au carré plus c, où c est une constante réelle quelconque. Cette constante c s'appelle la constante d'intégration. Elle représente le fait qu'il existe une infinité de primitives d'une même fonction. Pour fixer la constante c, il faut une condition supplémentaire, par exemple, connaître la valeur de la fonction à un point particulier. Regardez les exemples à l'écran. Chaque ligne vous montre une fonction f, et sa primitive f. La primitive de 2x est x au carré plus c. La primitive de 3x au carré est x au cube plus c. La primitive du cosinus est le sinus plus c. La primitive de l'exponentielle est l'exponentielle elle-même plus c. Dans chaque cas, vous pouvez vérifier en dérivant f, vous retrouvez bien f. Les primitives ont une interprétation géométrique absolument magnifique. Elles représentent l'air accumulé sous une courbe. Regardons la courbe f de x égale sinus de x, entre 0 et pi. Pour calculer l'air sous cette courbe, nous allons utiliser une idée simple mais brillante. On découpe l'intervalle de 0 à pi en petits rectangles. Chaque rectangle a une largeur delta x très petite, et une hauteur égale à la valeur de la fonction en ce point. L'aire de chaque rectangle est f de x fois delta x. L'aire totale sous la courbe, c'est la somme de toutes ces aires, la somme de f de x fois delta x pour tous les petits intervalles. Mais il y a un problème, si les rectangles sont larges, l'approximation est imprécise. Regardez, avec seulement 4 rectangles, l'approximation est grossière. La solution est d'augmenter le nombre de rectangles. Avec 10 rectangles, c'est mieux. Avec 100, encore mieux. Et dans la limite, quand on prend une infinité de rectangles infiniment minces, la somme des aires converge vers l'aire exacte. C'est exactement cela, l'intégrale.
L'intégrale de 0 à pi du sinus de x, c'est l'aire exacte sous la courbe. Pour calculer cette intégrale, on utilise la primitive. La primitive du sinus est moins cosinus. On évalue cette primitive en pi et en 0, et on fait la différence. Moins cosinus de pi égale moins fois moins 1, soit 1. Moins cosinus de 0 égale moins 1. 1 moins 1 égale 2. L'aire sous la courbe sinus entre 0 et pi vaut donc exactement 2. Vous pouvez le vérifier visuellement sur l'écran, la bosse du sinus occupe une surface qui correspond bien à 2 unités carrées. Nous arrivons maintenant au résultat le plus profond de tout ce cours. Il s'appelle le théorème fondamental de l'analyse, et il établit le lien entre la dérivée et l'intégrale. Pour bien comprendre, regardez l'écran divisé en deux parties. À gauche, vous voyez la courbe f de x. À droite, vous voyez une autre courbe f de x, qui représente l'aire accumulée sous f, depuis un point de départ jusqu'à x. En d'autres termes, f de x est égal à l'intégrale de 0 à x de f de t, d fois t. Observez attentivement ce qui se passe pendant l'animation. À gauche, l'aire sous la courbe f s'agrandit progressivement. À droite, la courbe f monte ou descend en fonction de la vitesse à laquelle l'aire s'accumule. Quand f est positive et grande, l'aire augmente rapidement. La courbe f monte rapidement. Quand f est proche de 0, l'aire stagne. La courbe f est presque plate. Quand f est négative, l'aire diminue. La courbe f descend. Vous voyez le lien ? La pente de f, c'est-à-dire la dérivée de f, est exactement égale à f. Voilà le théorème fondamental de l'analyse. Si f de x est l'intégrale de a à x de f de t, alors f' de x est égal à f de x. En d'autres termes, dérivée et intégrée sont des opérations inverses l'une de l'autre. C'est pour cela que la primitive s'appelle ainsi, c'est la fonction primitive, celle d'où la dérivée est issue. Ce résultat a été découvert indépendamment par Isaac Newton et Gottfried Wilhelm Leibniz au XVIIe siècle. C'est l'une des découvertes les plus importantes de toute l'histoire des mathématiques. Sans ce théorème, il faudrait calculer chaque intégrale comme une limite de somme, ce qui serait extrêmement laborieux. Grâce à lui, on peut calculer n'importe quelle intégrale en trouvant simplement une primitive. Maintenant que nous comprenons le sens des primitives, voyons comment les calculer. Tout comme il existe des règles de dérivation, il existe des règles de primitivation. Première règle, et la plus importante, la règle des puissances. Pour calculer la primitive de x exposant n, avec n différent de moins 1, il faut augmenter la puissance de 1, puis diviser par la nouvelle puissance. La primitive de x exposant n est x exposant n plus 1, divisé par n plus 1, plus c. Par exemple, la primitive de x au carré est x au cube divisé par 3, plus c. Et la primitive de x au cube est x exposant 4 divisé par 4, plus c. Pourquoi divise-t-on ? Parce que quand on dérive x exposant n plus 1 sur n plus 1, on obtient n plus 1 fois x exposant n, divisé par n plus 1, ce qui donne bien x exposant n. La dérivation et la primitivation s'annulent mutuellement. Deuxième règle, la primitive de 1 sur x est le logarithme naturel de la valeur absolue de x, plus c. Cela couvre le cas n égale moins 1, qui n'était pas traité par la règle précédente. Troisième règle, la primitive de l'exponentielle est l'exponentielle elle-même, plus c. La fonction exponentielle est sa propre dérivée, et donc aussi sa propre primitive. C'est une propriété unique à cette fonction. Quatrième et cinquième règle, la primitive du cosinus est le sinus, et la primitive du sinus est le cosinus négatif. Vérifiez toujours en dérivant, la dérivée de sinus est cosinus. La dérivée de cosinus négatif est sinus négatif, fois moins 1, ce qui donne sinus. Correct. Une règle très utile, la linéarité. L'intégrale d'une somme est la somme des intégrales. Et une constante peut sortir de l'intégrale. Cela permet de décomposer des fonctions compliquées en fonctions plus simples dont on connaît la primitive.
Les dérivées et les primitives ne sont pas de simples abstractions mathématiques. Elles sont au cœur de presque toutes les sciences et de toutes les technologies modernes. Commençons par la physique. Si vous connaissez la position d'un objet en fonction du temps, noté x de t, alors sa dérivée vous donne la vitesse, v de t égale x' de t. Et la dérivée de la vitesse vous donne l'accélération, a de t égale v' de t. Regardez la courbe de la position à l'écran. Elle monte puis redescend, c'est un objet lancé en l'air. Sa dérivée, la vitesse, commence positive, puis devient nulle au sommet de la trajectoire, puis devient négative lors de la descente. La dérivée de la vitesse, l'accélération, est constante et négative, c'est la gravité, 9,8 mètres par seconde au carré vers le bas. En sens inverse, si vous connaissez la vitesse d'un objet, vous pouvez retrouver sa position en calculant la primitive. Passons à l'économie. Supposons que vous gérez une entreprise. Votre profit en fonction de la quantité produite est la courbe verte. La dérivée du profit s'appelle le coût marginal. Elle mesure le gain supplémentaire obtenu en produisant une unité de plus. Pour maximiser le profit, vous cherchez le point où la dérivée est nulle. La dérivée nulle signifie que vous ne pouvez pas faire mieux en produisant plus ou moins. C'est exactement ce que vous voyez à l'écran, le maximum du profit correspond au point où la courbe de la dérivée croise zéro. Ces mêmes outils sont utilisés en biologie pour modéliser la croissance des populations, en chimie pour étudier les réactions, et en intelligence artificielle pour entraîner les algorithmes de machine learning grâce à la descente de gradient. Nous avons parcouru un long chemin ensemble dans cette vidéo. Prenons le temps de récapituler les idées essentielles. La dérivée d'une fonction f en un point x, c'est la pente de la tangente à la courbe en ce point. Géométriquement, c'est la limite de la pente de la séquente quand les deux points se rapprochent. Analytiquement, c'est la limite, quand h tend vers 0, du rapport f de x plus h moins f de x sur h. La dérivée nous renseigne sur le comportement de la fonction, elle croît quand la dérivée est positive, elle décroît quand elle est négative, et elle atteint un extrémum quand la dérivée s'annule. La primitive est l'opération inverse de la dérivée. F est une primitive de f si f' est égal à f. Géométriquement, la primitive représente l'air accumulé sous la courbe. Une primitive n'est jamais unique, on lui ajoute toujours une constante arbitraire c. Le lien entre les deux, c'est le théorème fondamental de l'analyse, dérivée et intégrée sont des opérations inverses l'une de l'autre. Grâce à ce théorème, on peut calculer des intégrales complexes en trouvant simplement une primitive. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ces notions, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. De nouvelles vidéos de mathématiques animées arrivent bientôt. Et si vous voulez continuer à apprendre, rendez-vous sur chriscode.fr pour accéder à des cours complets et gratuits. À très bientôt.